de suivre quel était le niveau d'exposition de ces travailleurs. Nous sommes d'accord qu'il y a 50 ans, c'était pas parfait, mais la radioprotection a été mise en œuvre de façon systématique sur les mines d'uranium, je pense, si j'ai bonne mémoire, il y a une 30aine d'années. Donc tous les travailleurs étaient suivis régulièrement, année par année. Ce sont ces dossiers qui nous permettent aujourd'hui, ces dossiers de radioprotection des travailleurs, lorsqu'ils vont nous voir dans le cadre de l'Observatoire de la santé, d'évaluer quelle exposition ils ont reçue. Alors William Bourdon, en 2007, avec votre association Sherpa, vous avez envisagé d'entamer des poursuites contre Areva suite aux plaintes des travailleurs africains et français pour, je cite, grave manquement aux obligations élémentaires de l'entreprise en matière de formation et de prévention des risques. Alors en juin 2009, vous avez signé un accord, il y avait donc Médecins du Monde, Areva et Sherpa, pour créer ces observatoires de la santé au Gabon et au Niger, afin de déterminer quel travailleur a le droit à des indemnités pour maladies professionnelles ou non. Alors c'était en juin 2009. Aujourd'hui, près de 2 ans après, où en sommes-nous ? Alors, ça ne cherche pas, nous on considère que face à la complexité et la difficulté de certaines situations que connaissent des communautés dans les pays du Sud, il faut pas être obsédé non plus par le judiciaire et la pénalisation à outrance. Et que on pactise pas forcément avec le diable, on perd pas forcément son âme à négocier avec un grand acteur du marché, y compris Areva. Je dis ça parce que on reste très attaqué par une partie un peu radicale du mouvement altermondialiste qui nous explique qu'on est en train de se faire avoir, on s'est fait flouer et que finalement les choses n'avancent pas d'une façon si significative et que comme il l'avait prévu, en fait on a été les auxiliaires d'une politique de communication éthique d'Areva. Bon, ça nous pose problème. Moi, en tant que président de Sherpa, ça m'invite, vous le savez très bien. Ça crée une obligation de résultat ? Je pense qu'on a une obligation de résultat vis-à-vis des familles qui nous ont donné un mandat, qui nous ont fait confiance. On a été plusieurs fois sur place. C'est des gens, pardon de vous contredire, mais enfin quand même, pendant des années et des années et des années, il y a eu sans doute radioprotection, etc. Mais pendant des années et des années, l'exploitation de l'uranium, elle s'est faite dans des conditions de mépris de la sécurité des travailleurs incroyables. Mais c'était l'air du temps, toutes les entreprises faisaient la même chose. Alors aujourd'hui on revient vers des bonnes pratiques, tant mieux, il n'est pas trop tard pour bien faire. Mais il y a eu quand même 20-30 ans d'exploitation qui sont faites dans le mépris de la santé des travailleurs. Alors aujourd'hui, on est face à une situation, je vais très vite, qui est la suivante. Il y a eu des circonstances objectives au Gabon qui peuvent expliquer les difficultés dans la mise en œuvre de cet accord, donc qui a été signé en juin 2009. Nous sommes aujourd'hui quasiment Vous voulez parler par exemple du décès d'Omar Bongo ? Voilà, bon. Il y a une bureaucratie locale, il y a eu un changement au sein de l'administration gabonaise, mais la mise en œuvre de l'observatoire est beaucoup trop lente, a pris beaucoup trop de temps. Des partenaires locaux que nous avions se sont trouvés dans une situation difficile. Brain Forest, une ONG locale très active, finalement, n'est qu'observateur, vous le savez, parce qu'ils ont marqué une grande défiance par rapport à Areva. Ce sont nos amis, ce sont nos partenaires. Et on se trouve aujourd'hui vis-à-vis d'Areva dans une situation difficile, parce qu'on est dans une situation difficile vis-à-vis de ces communautés qui nous disent mais les processus d'indemnisation n'ont pas commencé. L'observatoire fonctionne absolument, pour l'instant, d'une façon extrêmement modeste. On est très en retard par rapport au calendrier initial. Donc, Monsieur Follen, c'est un secret de polichinelle. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de réflexion active. Je suis président de Sherpa. Je suis responsable de Sherpa. Et la question se pose maintenant d'une façon cruciale pour nous, de savoir si on va continuer ou pas. Parce que, je dis ça pourquoi ? Parce que moi je croyais, et je crois encore, j'espère, très fort dans cet accord. Parce que... Mais aujourd'hui, vous avez des doutes. Aujourd'hui, j'ai des doutes. Alors, mais, attends, je t'avais juste. Aujourd'hui, j'ai des doutes. Parce qu'emmener ces familles dans les procédures en France, qui vont durer 7, 8 ou 10 ans, c'est impossible. On voit bien que c'est pas une porte de sortie formidable. Et j'ai des doutes parce que cet accord était exemplaire. Parce qu'il était de nature à régler le passé et à prévenir le futur et instaurer une modalité de partenariat nouvelle. Et que si, effectivement, il n'est pas exécuté de façon impeccable, ça va donner raison à tous ceux qui, au sein de la société civile internationale, disent jamais de médiation, jamais de partenariat avec les entreprises, parce que vous pactisez avec le diable et on se fait toujours avoir. Voilà pourquoi vous avez aussi, vous, une très grande responsabilité au sein d'Areva. Alors Didier Follen, c'est vrai, comment expliquer que 2 ans après la création de cet observatoire, il n'y ait toujours pas de maladies professionnelles identifiées, d'indemnités versées ? Voilà. Alors au Gabon, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, l'observatoire s'est mis en place uniquement au mois d'octobre 2010. Donc nous sommes à un peu plus de 6 mois, 7 mois du fonctionnement de l'Observatoire de la santé de Mounana. Donc ça a été lent. Nous sommes les premiers frustrés de voir la lenteur
avec laquelle cet observatoire... Je suis d'accord, mais si vous voulez, il y a eu... William Bourdon, pardon. Les premiers frustrés, c'est les familles, voilà. Quand même. Oui. Bon. Mais l'observatoire est fonctionnel. L'observatoire a pour le moment consulté environ 400 anciens travailleurs, avec des difficultés logistiques, des difficultés d'information, une mauvaise compréhension. Oui, parce que Igor Strauss, sur place, les gens que vous avez rencontrés, les anciens travailleurs qui sont allés donc dans ces consultations, disent qu'ils n'ont pas les résultats, qu'ils n'ont pas accès à l'information. Aucun n'a accès à son dossier médical. Comment on leur ça fait une s'explique, prise ça, de par sang exemple et une radio des poumons. Après, la difficulté logistique, c'est que tous les anciens employés sont dispatchés dans tout le pays et qu'ils doivent venir à Bounana et on doit leur rembourser leurs frais. Alors il y a des campagnes avec des diffusions d'information. Voilà. Il y a des campagnes radio. Nous nous sommes aperçus que la radio, ça ne suffisait pas. Donc nous allons lancer dans 15 jours une campagne à la télévision. Pour que les gens soient beaucoup plus informés. Et puis il y a aussi quand même inciter les gens donc à aller pour inciter les gens à venir. Mais après, à partir de quand est-ce qu'il va y avoir une vision claire du résultat de ces consultations et éventuellement des indemnités? Alors sur ce sujet, nous sommes en discussion avec les deux associations d'anciens travailleurs. Je tiens quand même à souligner que dans le cadre de l'émergence de la société civile, l'un des résultats très importants de l'Observatoire de la santé est qu'il y a une deuxième association d'anciens travailleurs qui s'est montée. La Matraque. Donc Matraque. Donc maintenant, il y a deux associations. Nous avons admis, et c'est quand même une première au Gabon, nous avons admis, outre le fait que l'Observatoire de la santé de Mounana, c'était la première initiative de ce genre dans le monde, mais en plus de ça, nous avons admis la société civile à titre d'observateur, et nous sommes en train de passer à une étape suivante, qui est que la société civile va devenir administrateur de l'Observatoire de la santé. Donc je pense qu'il y a un processus qui est lent. L'une des difficultés qui, je dirais, est un petit peu... c'est une histoire. Les gens viennent en pensant qu'ils vont toucher un chèque immédiatement. Non, nous avons mis en place un processus transparent. Ce processus a été validé par Sherpa et Médecins du Monde, qui consiste à faire un certain nombre de choses par étapes, et à savoir, il y a les consultations, et nous reconnaissons qu'il y a une déficience d'information à la suite des consultations. C'est quelque chose qui a été corrigé lors du dernier conseil d'administration qui s'est tenu il y a 15 jours, et après il y a un comité scientifique et un conseil médical qui se réunissent pour décider la validité des résultats du médecin, des examens complémentaires. Donc ça devrait aboutir. Et ça devrait aboutir. Sur la question des expatriés, je termine. Nous rencontrons en dehors de ce studio Sherpa et nous allons indemniser très prochainement les expatriés qui ont été identifiés comme les ayant Français, les victimes françaises. Voilà. Alors là, vous comprenez bien que ça doit créer une pression, parce que si vous indemnisez les Français, il faut aussi indemniser les Africains. Et nous indemniserons les anciens travailleurs de la Comuf à l'issue de ce processus, si vous voulez. Le processus français est en avance puisqu'il a débuté, je dirais, un an plus tôt, même si, et je comprends, Sherpa considère que ça a été un petit peu lent. Combien de Français vont être indemnisés ? Entre 3 et 5 à ce jour, sachant que la décision n'est pas la décision d'Areva, la décision est la décision de ce qui s'appelle le groupe pluraliste avec le comité médical. Alors pour revenir sur ces consultations et la lenteur du processus, le professeur Benoni, le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la santé de Mounana, me parlait d'environ 2 ans pour avoir les premiers résultats. C'est extrêmement long. Deuxième chose, on a donc parlé des Gabonais, des expatriés, mais il y avait également des Congolais, des Sénégalais qui travaillaient dans ces mines. Quid de ces gens qui sont peut-être retournés au pays? Va-t-il y avoir des campagnes d'information dans ces pays, Congo-Brazzaville ou Sénégal? Et d'autre part, quid des familles, des travailleurs, les enfants, les femmes, ceux qu'on appelle les ayants droit, qui vivaient parfois dans des maisons radioactives, qui ont encouru un risque et qui, eux, n'ont pas droit à la consultation gratuite. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces 2 cas que je viens de citer? Nous indemniserons de façon transparente les ayants droit, et ça, nous avons eu l'occasion de le dire officiellement lors des conseils d'administration, mais aussi face à face à certaines personnes qui sont venues nous voir dans nos bureaux, soit à Mounana, soit à Libreville, en demandant qu'est-ce qui va arriver puisque mon père, mon frère, mon oncle est décédé. Donc ces gens-là seront indemnisés. Et pour ce qui est des maisons qui ont été contaminées, vous savez que c'est une responsabilité qu'a pris Areva. Il y a 120 maisons contaminées qui ont été construites. Alors, il faut expliquer, oui, pourquoi elles sont contaminées, donc, parce qu'elles ont été construites avec des remblais radioactifs. C'était une cité d'ouvriers. Il se trouve que très récemment, j'ai rencontré l'ingénieur qui à l'époque était, non pas chez Areva, mais à la Comuf, et il m'a quand même rappelé qu'à l'époque, on demandait aux
aux entreprises de ne pas prendre le sable à tel endroit. Et que, malgré tout, les entrepreneurs sont allés prendre le sable à cet endroit-là. Donc, ces maisons ont été considérées après, là encore, examen de la IEA, examen des autorités gabonaises et examen par un tiers extérieur d'Areva, la société avec qui on travaille en matière de radioprotection. Ces maisons vont être détruites et nous allons reconstruire non pas 120 maisons plus 20 maisons mitoyennes, mais Anne Lauvergeon, la présidente d'Areva, a pris la décision de reconstruire 200 maisons. Sur 600. Pardon ? Sur 600 de sites de rénovation. Mais et tout ça étant fait avec une optique, on va dire, sociétale et d'urbanisme, à savoir toute la partie qui est vraiment contaminée va être totalement détruite. On va réhabiliter le site, on va remettre les produits de démolition dans une zone au même titre que le réaménagement. Dans quel délai ? Les travaux, nous attendons la déclaration d'utilité publique du gouvernement gabonais qui nous autorise à construire un lotissement de 200 maisons. Nous l'espérons, on va dire, d'ici l'été, dans un mois ou deux. Et dès que c'est fait, nous lançons les appels d'offres de travaux et nous allons commencer un premier lot de 200 maisons, suivi 1 ou 2 ans plus tard d'un deuxième lot de 200 maisons. Est-ce que c'est ce qui expliquerait, par exemple, que vous n'ayez pas donné suite aux diverses demandes de la CRIRAD, la Commission de recherche d'information indépendante sur la radioactivité, pour prendre des mesures dans ces maisons, puisque vous considérez presque que c'est du passé, parce que aujourd'hui il y a quand même toujours des gens qui y vivent, des femmes, des enfants notamment. Il y a des gens qui y vivent. Nous n'allons pas rouvrir un débat avec nos amis de la CRIRAD. Le risque sanitaire n'existe pas. Je veux dire, ce sont des maisons contaminées, ce sont des maisons dans lesquelles les gens peuvent continuer à vivre pour des questions de salubrité. Et je dirais, pour tenir nos engagements par rapport aux erreurs du passé, nous avons décidé qu'il était préférable de détruire ces maisons. Ces maisons n'ont pas un très haut niveau de radioactivité. Il est très faible, mais c'est pas ce que me dit le professeur Benoni, donc médecin, que j'ai interviewé. William Bourdon ? Oui, d'abord, deux éléments factuels importants pour ceux qui nous écoutent. D'abord, vous dites, on a demandé aux ONG locales de participer. Ça, c'était la lettre et l'esprit des accords. C'est pas un cadeau que vous avez fait, c'était une des marques de fabrique qu'on a voulu d'ailleurs. Hein. Il y a eu 3 années de négociations avant de signer ces accords. C'était que les ONG locales soient comme des sentinelles et soient le regard de la société civile sur les modalités d'exécution. Bon. Deuxième chose, vous dites entre 2 et 5 expatriés français. Moi, j'invite Areva à faire preuve de générosité, parce qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont être dans des zones grises. C'est important, vous savez très bien ce dont je veux parler. C'est-à-dire que les comités médicaux vont s'accorder pour dire de façon absolument définitive, telle ou telle personne rentre dans le cadre du tableau 6, c'est-à-dire les maladies professionnelles contractées dans ce type d'exploitation industrielle. Et puis il y a des gens qui ont développé des tas de pathologies et on n'est pas tout à fait certain. Vous savez, il y a un doute. Moi, je vous demande que le doute bénéficie aux malades. Oui, parce que c'est une critique qui a été faite sur les observateurs de la santé en disant si les gens doivent prouver qu'ils sont malades à cause de leur exercice professionnel. Dans la négociation, il y a un certain nombre de choses, vous le savez, qui existent dans les accords des codicilles qu'on a fait rajouter en disant dans le doute, doit bénéficier aux malades parce que sinon, on va rentrer dans une logique d'exécution qui va être une logique petit bras, qui risque d'être perçue comme mesquine et qui risque d'évaluer tous les autres processus de médiation qui pourraient exister demain. Je termine par une idée, à mon avis, qui me paraît une idée clé. Cet accord est un accord, et de ce point de vue-là, ce qui vient d'être dit est exact, nouveau, inédit, sans précédent. C'est comme ça que les partis l'ont voulu. Nous avons pris des risques, nous, du côté de Sherpa, en signant cet accord. CRIRAD nous a abandonnés en cours de route. Je ne les critique pas, ce reste des amis ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de discuter avec Areva, de poursuivre la discussion. La responsabilité est énorme sur Areva aujourd'hui. Trop de temps a été perdu. Nous nous sommes posé la question de savoir, quand on a vu à quel point dans les supports de communication d'Areva, on se félicitait, partenariat, Médecins du Monde, Sherpa, si on n'était pas les otages d'une communication éthique en direction de la planète, et si au fond, de l'autre côté, on ne s'était pas véritablement donné les moyens financiers à tous égards que ces accords soient exécutés rapidement et efficacement. Je pense qu'on a mésestimé, M. Follen, les moyens qu'il fallait mobiliser. On n'a pas pris la mesure de ce que signifiaient ces accords. Vous nous mettez aujourd'hui dans une situation difficile. Ça fait 1 an et demi qu'on se le dit, que je l'ai écrit à Mme Lauvergeon, et que s'il n'y a pas un coup d'accélérateur sérieux, significatif dans les prochains mois, vous nous mettrez dans une position intenable vis-à-vis d'un certain nombre d'ONG, de mandataires des familles. Donc véritablement aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Alors Didier Follen, vous savez qu'il y a beaucoup d'attentes, Igor Strauss